Ce qui est notre part, il faudrait que nous puissions y accéder. Spécial Olympics, un certain nombre de remerciements. Des remerciements pour les co-organisateurs, les membres du comité scientifique, le ministère de la Santé, le ministère des Sports, le ministère de l'Éducation nationale, la Société sénégalaise de pédiatrie, Speak Up Africa, Humanité et Inclusion, l'hôpital Albert Royer, la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées, l'INSEPS, SOS Médecins. Nous aimerions également remercier un certain nombre de sponsors. IBS, les laboratoires Sunu Labo, GIZ, SOS Médecins, encore une fois, et last but not least, Acosphère. Maintenant, nous allons en venir à nos travaux. Il y a deux panels qui vont avoir lieu concomitamment. Le panel concernant les femmes va se dérouler dans cette salle. Madame Awafal prendra le emceeing pour ce panel-là. Quand on parle de genre, on pense à femme. Mais le genre dépasse la catégorie femme, la catégorie sexe, et intègre de multiples paramètres, dont le handicap et d'autres paramètres. Mais aujourd'hui, le rapport sur lequel nous allons interroger le genre, c'est sous le rapport à la fois sexe, articulé sous le rapport du sexe, mais articulé à l'exclusion en tenant compte, n'est-ce pas, du handicap. Et comme il s'agit des femmes, je voudrais que nous commencions en chantant comme les enfants l'avaient fait. Sénégal nangoulé, digé ni ñoo yor mbir me. Sénégal d'accord leen, digé ni ñoo yor réew me. Ok. Comme que jigéen ñi ñoo yor réew mi nag foog li nga xamee ne mooy suñu cër mooy suñu wàll ce qui est notre part il faudrait que nous puissions y accéder dans la dignité, y accéder dans le respect. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous allons avoir un parterre d'excellence, je vous dis. Un parterre d'excellence. Et je vais sans plus tarder donner la parole à ma collègue, à mon amie, à ma petite sœur, Madame Gueye, Ndeye qu'on ne présente plus au Sénégal, sur le terrain des luttes pour les droits des femmes et sur le terrain des luttes contre l'exclusion multiforme des femmes en situation de handicap. Ndeye, merci d'être là. Oui, c'est pour moi un honneur et un devoir agréable de présider ce panel qui porte sur les filles et femmes ayant une déficience intellectuelle. Et quelle réponse face à une discrimination cumulative? Je trouve que le thème ne pouvait être plus pertinent quand on sait que l'intersectionnalité s'applique forcément ou bien est en phase parfaite avec la situation des filles et femmes ayant une déficience intellectuelle. La situation de femmes ou de filles, déjà, c'est une vulnérabilité. Il s'y ajoute la situation de handicapés, de personnes handicapées. Maintenant, il s'y ajoute l'âge, jeune fille. Tout ça sans compter d'autres contextes aussi
les questions d'éloignement, les questions de ruralité, etc., etc. Donc, autant d'éléments qui chargent vraiment la situation de ces filles handicapées intellectuelles, filles et femmes handicapées intellectuelles. Donc, aujourd'hui, nous allons, dans ce panel, nous allons échanger, partager, mais également faire des propositions pertinentes pour trouver des solutions, ou bien pour trouver des solutions à inclure dans les programmes de l'État, dans les programmes des partenaires. Et ces solutions nous permettront d'améliorer la situation des filles et femmes handicapées intellectuelles ou déficientes, mais également de leur donner leurs droits pour qu'elles puissent s'épanouir et participer pleinement à l'évolution de leur pays, au développement de leur pays. C'est bien possible, c'est bien possible. Donc, dans ce panel, nous aurons comme modérateur Pape Momar Touré. Donc, Pape Momar Touré est titulaire d'un diplôme d'ingénieur du département de développement communautaire. Donc, qui est en parfaite phase avec tout ce que nous faisons. Nous ne faisons que du développement communautaire. Pape Momar a une expérience dans la planification et le suivi des politiques publiques. Et à Speak Up Africa, il est responsable de programmes et travaille sur les maladies tropicales négligées. Je crois que c'est l'occasion pour moi de faire un clin d'œil à la DAO, qui travaille sur les questions de lèpre et surtout sur les questions de maladies tropicales négligées. Donc aujourd'hui, c'est un honneur pour moi, en tant qu'homme, aujourd'hui, de passer la journée avec mes mamans et mes grandes sœurs. Et c'est un plaisir aussi de partager ce panel et de pouvoir appeler des championnes aujourd'hui du changement. En premier lieu, je vais appeler Madame Sokhna Bousso Fall, qui est de l'Association des juristes sénégalaises. Monsieur Saturnin Kodjo, qui est ingénieur statisticien au niveau de l'UFPA. Bienvenue. Madame Aminata Diouf Ndiaye, qui est la coordinatrice de la cellule genre du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et enfin, nous aurons Dr Rokhaya Diakhaté, qui doit rejoindre plus tard, qui est la directrice de la famille et de la protection des groupes vulnérables au sein du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants. Avant de commencer, je vais partager avec vous une réflexion d'un Africain qui a inspiré le changement dans le monde, à savoir Kofi Annan, qui disait dans sa belle publication qu'aujourd'hui, l'égalité des genres n'est plus qu'une question en soi ou une objectif en soi. C'est aujourd'hui une condition préalable pour la réduction des inégalités, pour la réduction de la pauvreté, mais également pour la promotion du développement durable. Je vais inviter en premier lieu M. Saturnin Kodjo de pouvoir répondre à une question par rapport aux leviers qu'il faut promouvoir pour favoriser le leadership et la participation des femmes et des filles ayant une déficience intellectuelle. M. Kodjo, vous avez la parole. Donc, j'ai été désigné en tant que panéliste concernant la thématique quel levier pour favoriser le leadership et la participation des filles et des femmes ayant une déficience intellectuelle. Donc, je pense que j'ai 10 minutes. Juste pour dire que cette thématique a été débattue depuis hier à travers les différentes présentations. Peut-être juste là, il va falloir faire une synthèse. Donc, ma présentation va s'articuler autour de différents points, notamment revenir sur le concept de handicap, déficience intellectuelle. En deuxième point, passer un peu en revue les acquis. Là, le troisième point sera relatif aux obstacles, donc au développement du leadership et à la participation des femmes et des filles ayant une déficience intellectuelle. Et nous allons terminer par donner quelques orientations. Donc, en termes de définition du handicap, donc par personne handicapée, on entend toutes les personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables, dont l'interaction avec diverses barrières pour porter atteinte à la pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité. Donc, il y a incapacité, il y a barrière. Donc, s'il y a incapacité plus barrière, on parle d'handicap.
Mais si on parvient à renverser les barrières en mettant en place un environnement accessible, donc incapacité plus environnement accessible, donc là, on tend vers ce qu'on appelle l'inclusion. Maintenant, à travers le handicap, donc il y a un type d'handicap qu'on appelle la déficience intellectuelle. Je pense que le professeur est largement revenu sur ça hier. Mais notez juste que la déficience intellectuelle n'est pas une maladie, mais c'est un état. On n'est pas atteint de déficience intellectuelle, mais on vit cet état-là. Donc, la déficience intellectuelle est caractérisée par un fonctionnement intellectuel qui est inférieur à la moyenne. Donc, effectivement, il y a un retard de développement intellectuel, mais aussi il y a des troubles d'adaptation sociale qui sont notés. Ils sont généralement associés à des limitations, notamment au niveau de la compréhension des connaissances, comportements adaptifs et de la cognition. En général, en termes de caractéristiques, pour ce qui concerne les personnes atteintes de déficience intellectuelle, donc on peut noter un peu des problèmes de repérage dans le temps et dans l'espace. Il y a des problèmes de mémorisation. Notons également le problème de développement du langage. Il y a également la concentration et le fait de se souvenir de certaines choses. Mais également aussi, donc les personnes atteintes de déficience intellectuelle ont des difficultés donc dans la résolution de certains problèmes. Donc là, c'est un peu la définition du concept de handicap et de la déficience intellectuelle, bien sûr en résumé, parce que quand vous prenez même la déficience intellectuelle, c'est catégorisé souvent différents niveaux à travers le coefficient intellectuel. Il y a la déficience profonde, la déficience sévère, la déficience modérée et la déficience légère. Mais ce n'est pas ici l'objectif de cette présentation. Maintenant, en termes de chiffres, donc dans le monde, on note plus de 1 milliard de la population mondiale qui sont des handicapés, c'est-à-dire 15% de la population mondiale. En ce qui concerne la déficience intellectuelle, donc le pourcentage s'élève à 2,6% dans le monde de personnes qui sont atteintes de déficience intellectuelle. Donc ça, c'est au niveau international. Mais si nous prenons pour le cas du Sénégal, donc la prévalence du handicap s'élève à 5,9%. Et si on regarde cette prévalence selon le sexe, on note que les femmes sont beaucoup plus atteintes d'handicap les hommes. Parce que la prévalence chez les femmes s'élève à 6,2%, alors que chez les hommes, nous avons une prévalence de 5,6%. Et en termes d'effectifs, en 2022, il est estimé que le nombre d'handicapés au Sénégal s'élève à 1 46 588 personnes atteintes d'handicap. Donc ça, c'est une estimation, mais comme vous le connaissez, donc récemment, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie donc a terminé son recensement. Vous aurez quand même les chiffres les plus actuels par rapport à cette situation. Maintenant, en termes d'acquis, sur le plan international, donc nous pouvons noter certaines dispositions réglementaires qui encadrent quand même la promotion et la protection des personnes handicapées. Donc, nous pouvons noter, comme vous le savez tous, la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Nous avons aussi l'agenda 2030 du développement durable, qui consiste à ne laisser personne en rade, notamment à travers ces ODD 10, 5, 13, les ODD 10 relatifs quand même à la réduction des inégalités. L'ODD 5 qui est relative quand même à la réalisation de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Et enfin, l'ODD 3, donc relative donc, à donner à chaque individu les moyens de vivre décemment et en bonne santé. Nous avons également la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et l'agenda 2003 aussi, qui promeut quand même un niveau de vie élevé, de qualité, de bien-être pour tous, en particulier pour les personnes handicapées. Donc ça, c'est sur le plan international. Mais si nous revenons aussi au niveau national, donc il y a un certain nombre d'acquis et de points positifs qu'il faut noter dans le cadre de la promotion et de la protection des personnes handicapées. Donc, en première position, nous pouvons noter la ratification, bien sûr, de la Convention internationale par l'État du Sénégal. Nous avons aussi noté le renforcement du cadre institutionnel de gestion de la vulnérabilité, notamment envers les personnes handicapées, avec la mise en place de la Direction générale de l'action sociale. Et au sein de cette direction, nous avons une direction spécifique
qui s'occupe des personnes handicapées, c'est-à-dire la direction de la protection et de la promotion des personnes handicapées. Nous avons aussi la loi d'orientation sociale, qui constitue quand même le cadre de référence du dispositif institutionnel du Sénégal en matière d'intégration et de prise en charge du handicap. Nous avons aussi l'existence d'une stratégie nationale de protection sociale intégrée et multisectorielle qui prend aussi en compte les besoins des personnes handicapées. Nous avons aussi également la mise en place d'un certain nombre de programmes, notamment le programme national de réhabilitation à base communautaire, donc la mise en place de la carte d'égalité des chances. Donc il y a beaucoup d'initiatives, mais ça, c'est uniquement des initiatives clés allant vers quand même la promotion et la protection ainsi que la prise en charge des personnes victimes d'handicap. Maintenant, en termes d'obstacles, je pense que, comme je l'ai dit tantôt, les différents panélistes ont revenu largement sur ça. On va essayer de faire la synthèse et de les lister. Je pense que le premier obstacle, c'est surtout la stigmatisation et la discrimination, donc dont les personnes handicapées subissent constamment. Donc, il y a des attitudes négatives à l'égard des personnes handicapées qui les relèguent donc en arrière-plan, et ça, c'est pas du tout normal. Nous avons aussi, en termes d'obstacles, des opportunités d'éducation et de formation qui sont limitées, surtout pour les filles et les femmes atteintes de déficiences intellectuelles. Et là, quand on le dit, c'est pas au niveau, que ce soit au niveau de l'éducation. Donc, en termes d'enseignants, je pense qu'il y a une question qui a été soulevée par rapport à ça. Il va falloir quand même renforcer leurs capacités par rapport quand même à une formation inclusive qui prend en compte les besoins des personnes handicapées. Nous avons aussi, en termes d'obstacles, un environnement physique non accessible aux personnes handicapées. Nous avons également une offre de soins de qualité de santé non inclusive et ne prenant pas en compte les besoins spécifiques des personnes handicapées. Donc ça aussi, c'est effectivement vrai, parce qu'au niveau des structures sanitaires, donc les prestataires de soins quand même éprouvent des difficultés en termes d'incompétence interpersonnelle pour pouvoir discuter avec les personnes handicapées, donc faire le diagnostic nécessaire pour prendre en compte leurs besoins spécifiques. Il y a également, cela a été soulevé ce matin, donc le faible accès à l'information. Nous avons aussi la faiblesse dans l'opportunité d'emploi et d'acquisition des compétences pour les filles et les femmes ayant atteint une déficience intellectuelle, mais aussi l'application non effective de la loi d'orientation sociale pour la promotion des personnes handicapées. Donc, je rappelle à ce niveau que la loi d'orientation sociale comporte 50 dispositions réglementaires, mais jusqu'à présent, je pense qu'il y a plusieurs textes d'application de la loi d'orientation sociale qui ne sont pas encore élaborés, et ensuite, il faut les élaborer et passer maintenant à l'adoption des décrets. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau de cette loi d'orientation sociale. Peut-être il y a juste la carte d'égalité des chances qui est disponible, donc qui est quand même une des dispositions de la loi d'orientation sociale. Et le problème au niveau de cette carte d'égalité des chances, effectivement, quand une personne handicapée détient cette carte, elle bénéficie d'un certain nombre de services, notamment l'éducation, la santé, la formation, le transport et l'accès même à des financements. Mais ce que nous avons noté sur le terrain, d'abord, c'est la non-effectivité de ces services, mais aussi la faible couverture de la carte d'égalité des chances. Donc, tantôt, je disais qu'il y a 1 million et quelques de personnes handicapées, mais au moment où je vous parle, en termes d'enrôlement, nous avons un chiffre qui tourne autour à peu près de 80 000 personnes handicapées qui sont enrôlées à travers la carte d'égalité des chances, alors que l'effectif global tourne autour de 1 million et quelques. Donc, juste pour montrer que quand même, il y a des efforts considérables à faire dans ce sens. Il y a aussi la faible mise en œuvre des politiques et programmes inclusifs existants destinés aux personnes handicapées. Il y a beaucoup de programmes qui sont mis en œuvre, mais actuellement, ces programmes souffrent de financement. Quand vous prenez, par exemple, le programme national de rééducation à base communautaire, c'est des milliards. Mais ce qu'on décaisse annuellement, peut-être mes amis du ministère de la Santé pourront le dire, c'est insignifiant par rapport à ce qui est programmé dans le cadre de ces projets et programmes. Et le dernier point, c'est un peu la faiblesse dans la collecte des données en ce qui concerne les personnes handicapées. Donc ça aussi, je pense que c'est un problème majeur qu'il faudra combler, parce que dans les analyses que nous faisons, c'est surtout des analyses
globales qui ne prennent pas en compte les spécificités régionales. Donc, il n'y a pas assez de données factuelles pour pouvoir un peu éclairer donc l'élaboration des programmes et des projets du gouvernement. Et donc, je pense qu'à ce niveau, il va falloir aussi faire des efforts. Je donne juste un exemple. Si je prends le Sénégal, je connais l'effectif des personnes handicapées, mais je ne peux pas extraire les personnes quand même qui sont atteintes de déficiences intellectuelles. Et là c'est un problème qui est majeur. Il faudra réfléchir dans la collecte des données pour voir comment pousser donc la réflexion dans les questions pour pouvoir quand même identifier cette catégorie de la population. Donc ça, c'est un peu les quelques obstacles que nous avons notés donc, pour améliorer un peu donc, le leadership et la participation des femmes atteintes de déficience intellectuelle. Donc maintenant, nous allons essayer de donner quelques orientations stratégiques. En termes d'orientation stratégique, d'abord, l'État et les partenaires au développement doivent veiller à ce que les jeunes et les femmes ayant une déficience intellectuelle soient pleinement inclus dans l'ensemble des lois, politiques et programmes. Je pense que c'est un point qui a été soulevé ce matin. Donc, promouvoir l'engagement davantage quand même de l'État, donc à mettre tous les moyens nécessaires donc, pour satisfaire les besoins des personnes handicapées, et en particulier des filles et des femmes ayant atteint des déficiences intellectuelles. Il y a aussi quand même les communautés, les familles et les individus doivent s'efforcer aussi de combattre la stigmatisation à laquelle les jeunes filles et les femmes ayant une déficience intellectuelle sont confrontées et promouvoir des attitudes positives à leurs égards afin de soutenir le plein respect de leurs droits. Donc là aussi, pour le troisième point en ce qui concerne les orientations stratégiques, l'État et les bailleurs devraient également consacrer davantage de ressources pour assurer des partenariats durables avec les organisations de personnes en situation de handicap pour un peu aussi améliorer la promotion et la protection des personnes handicapées. Je l'ai dit tantôt, au niveau de l'État, il y a des programmes qui sont mis en œuvre, mais ces programmes souffrent de financement pour leur exécution effective. Donc, il va falloir chercher d'autres partenariats, notamment envers les bailleurs, pour appuyer l'État donc dans sa politique de promotion et de protection des personnes handicapées. Un dernier point, en ce qui concerne les orientations stratégiques, les institutions de statistiques et de recherche doivent collecter davantage des données sur le handicap, notamment la déficience intellectuelle en particulier, et ventiler par sexe et âge et d'autres caractéristiques donc, de la déficience intellectuelle, pour permettre au gouvernement et aux partenaires de détenir toutes les informations factuelles qui pourront leur permettre, donc, dans la définition de leur programme et projet en ce qui concerne les femmes et les filles ayant atteint des déficiences intellectuelles. Maintenant, si nous revenons au niveau des orientations opérationnelles, c'est rendre effective l'application des lois garantissant les droits et l'inclusion des personnes handicapées, développer des partenariats avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales, les organisations de personnes handicapées, ainsi que les leaders communautaires pour mettre en place des réseaux de soutien à la promotion des causes des personnes handicapées, assurer le développement de services et de dispositifs adaptés afin de soutenir la scolarisation, la formation et l'insertion socio-professionnelle durable des jeunes et des femmes ayant des déficiences intellectuelles, renforcer le dispositif existant. Je pense que ce matin, on avait la directrice du centre Aminata Mbaye, Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles, mais aussi le centre Talibi Dabo, donc qui sont quand même des institutions spécialement dédiées quand même aux personnes handicapées et renforcer davantage aussi l'offre de ces structures. Rendre aussi inclusifs les fonds DER, le fonds JIP, en créant une ligne dédiée aux personnes handicapées, et rendre aussi effectif le fonds d'appui aux personnes handicapées prévu par la loi d'orientation sociale. Parce que la loi d'orientation sociale a prévu au fonds d'appui spécifiquement dédié quand même aux personnes handicapées. Donc, il faut rendre ce fonds effectif. Et enfin, promouvoir l'engagement des jeunes et des femmes ayant des déficiences intellectuelles en favorisant leur participation à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes les concernant, tout en assurant en amont le développement d'un partenariat fort avec les jeunes à travers la mise en place d'instances communautaires. Donc, monsieur le modérateur, donc voilà quand même en résumé donc la quintessence de ma présentation relative donc à quel levier donc pour favoriser la participation et le leadership
des femmes ayant atteint des déficiences intellectuelles. Juste en termes de conclusion, peut-être dire que pour surmonter ces obstacles en termes de développement, du leadership et de la participation des femmes, il faut adopter une approche globale et intersectionnelle qui implique des changements au niveau sociétal, institutionnel et individuel. Et à ce niveau, le plaidoyer, l'éducation, la réforme des politiques et l'engagement communautaire, le développement de partenariats avec toutes les organisations des personnes handicapées, organismes de défenseurs des causes des personnes handicapées sont des composantes essentielles des efforts visant à surmonter ces obstacles et à promouvoir le leadership et la participation des filles et des femmes présentant un handicap intellectuel. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, mon cher Kodjo, d'avoir posé le décor. Je retiens qu'un environnement accessible doit faire pour tendre vers l'inclusion. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la priorité doit être accordée aux couches qui sont aujourd'hui ciblées, c'est-à-dire les personnes ayant une déficience intellectuelle. Et vous avez évoqué le Sénégal disant qu'aujourd'hui, la loi d'orientation sociale, il y a plusieurs éléments qui n'ont pas encore été écrits. Donc, il y a beaucoup de textes qui n'ont pas été aujourd'hui élaborés. Ça m'amène à poser la question aux juristes et m'adresser directement à Mme Fall. Aujourd'hui, Mme Fall, dans le cadre de l'association des juristes sénégalaises, pouvez-vous nous dire un peu quels sont les mécanismes qui existent au Sénégal pour protéger et défendre les filles et les femmes victimes de violences en général, et en particulier celles ayant une déficience intellectuelle. Et revenir également sur comment créer des mécanismes et comment les renforcer. Et enfin, nous montrer ou nous dire comment utiliser les mécanismes existants. Madame Fall, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je remercie les athlètes pour leur magnifique prestance d'hier et d'aujourd'hui, qui est vraiment marquée par d'énormes émotions, un plaidoyer très fort et aussi d'enseignements que nous tirons et que nous notons. Nous allons prendre en compte toutes vos plaidoyers que vous avez mis, que vous avez fait, que vous avez joué à travers des scènes de théâtre, et que nous, acteurs de protection des droits humains de manière générale, nous ne pourrions que magnifier cette tenue et prendre en acte l'importance des éléments qui vous inquiètent. Je suis Mame Diarra Fall, juriste consultante, membre de l'Association des juristes sénégalaises. Je vais faire une petite présentation de notre association. L'Association des juristes sénégalaises existe depuis 1974. Elle milite pour la protection et la promotion des droits humains de manière générale, mais en particulier ceux des femmes et des filles, qui sont des personnes très vulnérables dans notre société. L'association est composée de magistrats, d'huissiers, d'avocats, de notaires et de tout autre acteur judiciaire qui voudrait y faire part et qui est il faut tout simplement être maîtrisard et être une femme pour faire partie de cette association qui milite pour la protection des droits humains. Pour répondre aux questions qui nous sont posées, à savoir les mécanismes qui existent au Sénégal pour protéger et défendre les droits des filles et des femmes victimes de violences en général, en particulier celles ayant une déficience intellectuelle, mais aussi comment les créer ou les renforcer, et aussi comment utiliser ces mécanismes qui existent déjà. Il ne se passe pas un jour sans qu'un journal de la place nous relate des cas de violence, comme nous le savons tous, des cas d'agression, de viol, d'inceste et de pédophilie, commis par des hommes sur des femmes, des filles ou des fillettes. Le terme violence peut juridiquement être défini comme tout acte qui implique des tourments, des contraintes ou des souffrances physiques, mentales ou sexuelles. Elle s'exerce particulièrement sur des personnes vulnérables, en particulier les femmes, les personnes handicapées, les personnes en âge très avancé ou les enfants. C'est ainsi que les filles et les femmes ayant une déficience intellectuelle sont plus exposées aux violences que celles qui ne sont pas déficientes. Ceci du fait de leur degré de vulnérabilité trop élevé. Les femmes et les filles victimes de violences recensées au niveau de nos boutiques de droit, je vous rappelle que l'Association des juristes sénégalaises
contribue à la protection des violences faites aux femmes à travers ces boutiques de droit. Nous avons instauré des boutiques de droit dans 9 régions du pays. Elles sont appelées boutiques, non pas parce qu'on y vend quelque chose, mais pour montrer la proximité que ces institutions ont par rapport à la population. Et les consultations juridiques qui y sont fournies, ainsi que l'accompagnement, est totalement gratuit. Les éléments que nous avons recensés au niveau de nos boutiques partout au Sénégal révèlent que 43,8% des femmes de manière générale sont victimes de violences avant la pandémie. Et après la pandémie, on a constaté une hausse de ces cas de violence, à savoir une hausse de 28,3%. Soit, ces violences sont passées de 43,8% à 56,2%. Par ailleurs, ces violences au Sénégal sont des conduites antisociales qui révèlent plusieurs formes. Parmi ces formes, nous avons les violences physiques qui touchent directement le physique de la personne, les violences sexuelles qui s'agressent, qui sont des agressions faites sur les sexes des personnes, les violences économiques, les violences psychologiques. Les mécanismes dont je vais vous parler étant la combinaison de l'ensemble des éléments en opération pour la protection et la défense des droits des filles et des femmes, tant au niveau international, communautaire et national. D'abord, au niveau international, nous avons la Déclaration des droits de l'homme de 1949 qui, à son article 6, stipule que chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. Et au niveau de son article 7, que tous sont égaux devant la loi, sans discrimination, en une égale protection de la loi. Par ailleurs, nous avons la CEDEF, qui est la Convention pour l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Nous avons également la CDE, qui est une convention relative à la protection des droits des enfants. Adoptée en 1989, elle est considérée comme le premier texte contraignant en matière de droits des enfants. Il existe 2 types de mécanismes et de suivi des droits de l'homme au sein du système des Nations Unies. Les organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et aussi les organes créés en vertu de la Charte des Nations Unies. Au niveau communautaire, nous avons la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous avons également la Charte africaine du bien-être de l'enfant de 1990. Par ailleurs, nous avons le protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l'homme, le protocole de Maputo, qui vient d'avoir 20 ans. On vient de constater qu'il n'y a toujours pas d'avancement par rapport aux dispositions que l'État a ratifiées. 3 organes ou mécanismes régionaux sont chargés de la protection des droits humains au niveau communautaire. Il s'agit de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, le Comité africain d'experts sur les droits et du bien-être de l'enfant, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples aussi. Au niveau national, nous avons la charte mère, qui est la Constitution sénégalaise, qui, au niveau de son article 1, stipule que la République du Sénégal assure l'égalité de tous les citoyens sans distinction, sans discrimination d'origine, de race, de sexe et de religion. Après la Constitution, nous avons les lois et les règlements au niveau national, à savoir le code pénal, le code de la famille, le code du travail, entre autres. Pour les mécanismes nationaux, nous avons le Comité sénégalais des droits humains, ministère de la Justice et ses partenaires, outre la Direction des droits humains et la cellule genre et l'équité du ministre. 2 institutions indépendantes rattachées au secteur et centrées sur les problématiques les plus spécifiques sont responsables de la mise en œuvre des politiques des droits humains. Tous ces textes et mécanismes que je viens de citer sont aussi bien applicables pour les filles et les femmes non déficientes intellectuelles que celles souffrant d'une déficience intellectuelle. Il n'y a pas de droits humains ni de loi qui protège les personnes n'ayant pas une déficience intellectuelle et qui ne protège pas ces personnes déficientes. Elles partagent toute la législation. Cependant, comme la loi d'orientation sociale l'a dit, ça ne va pas être une discrimination. D'autant plus que
on sait que ces personnes sont beaucoup plus vulnérables et doivent bénéficier de beaucoup plus de protection. D'autres instruments ont été mis en place spécifiquement pour ces personnes en situation de handicap. Par ces instruments, on peut citer le protocole facultatif à la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple relatif aux droits des personnes handicapées du 29 janvier 2018. Ce protocole désigne les personnes handicapées comme celles ayant une déficience physique, mentale, psychosociale, intellectuelle, neurologique, de développement ou autre déficience sensorielle, qui, en interaction avec les obstacles environnementaux, comportementaux et autres, empêchent leur participation effective dans la société sur la base de l'égalité avec les autres. L'État du Sénégal a également ratifié la Convention relative des personnes handicapées par la loi 2009-030 du 2 janvier 2009. Il y a aussi la loi d'orientation sociale du 6 juillet 2010 relative à la promotion et la protection des droits des personnes handicapées, qui en son article 2 vise à garantir l'égalité des chances des personnes handicapées, ainsi que la promotion et la protection de leurs droits contre toute forme de discrimination. Il faut aussi préciser que la situation de handicap est une circonstance aggravante en droit pénal. Je vais expliquer. Si une personne est victime de violence, par exemple, de violence physique, et qu'elle a eu un certificat médical d'une durée de 21 jours, le présumé agresseur ou bien le coupable pourrait être puni d'1 an à 3 ans de prison. Si c'est avéré que cette violence s'est effectuée sur une personne déficiente intellectuelle ou une personne vulnérable, les peines vont s'alourdir. Oui. Je vais aller vite, on me dit qu'il me reste 2 minutes. L'État du Sénégal a également, dans sa logique de protection sociale, lancé le 20 septembre 2013 le programme national de la couverture maladie universelle et aussi le lancement de la carte d'égalité des chances le 30 avril 2015. Il y a aussi l'installation de comités régionaux de lutte contre les violences basées sur le genre dans chaque région du Sénégal. Ces plateformes présidées par des gouverneurs de région sont des cadres de concertation et de renforcement de la synergie en vue de produire plus d'impact. Comment créer ou renforcer ces mécanismes de protection sur les violences faites aux femmes de manière générale et celles ayant une déficience intellectuelle en particulier? On ne va pas parler de renforcement. On ne va pas parler du moins de création, mais peut-être de renforcement. Parce qu'on risque de parler de création, on va dire qu'il manque des législations en fonction, en faveur de ces dernières. Or, la législation actuelle est pratiquement complète. Tant sur le plan international que national, on a vu que l'État du Sénégal a pratiquement ratifié toutes les conventions sur l'élimination des formes de discrimination à l'égard des femmes et les a inclus dans le corpus constitutionnel pour les donner des valeurs constitutionnelles. Ainsi, avec la loi d'orientation sociale aussi, on a vu que toutes les questions relatives aux problèmes de handicap ont été vraiment prises en compte. Seulement, celles ayant une déficience intellectuelle peut-être n'ont pas encore de législation spécifique qui leur sont édifiées. Toutefois, il convient de constater pour renforcer les mécanismes déjà existants qu'un fort plaidoyer doit être fait sur l'effectivité des textes reconnus. Il faudrait également une volonté politique des autorités étatiques pour y remédier, un fort engagement des femmes parlementaires, un plaidoyer participatif en direction des décideurs, une meilleure synergie d'action entre les organisations de la société civile et les organisations de femmes. Pour une meilleure efficacité des mesures prises dans le cadre de la lutte contre ces violences, il faut également une formation des agents judiciaires, de ceux qui interviennent au niveau de la justice. Parce que je vais donner un exemple brief pour ne pas monopoliser. Au niveau de nos boutiques de droit, j'ai eu à être consultante juridique à Thiès pendant 5 ans.
on a eu beaucoup de cas de personnes déficientes intellectuelles. Il y en a une un jour qui était venue, qui s'est plainte d'être victime d'agression sexuelle de la part des amis de son frère qui venaient à la maison. On a essayé d'entamer une procédure judiciaire pour qu'elle puisse avoir gain de cause. Dès l'instant qu'on a établi le certificat médical, on a établi la plainte, on a appelé les membres de sa famille pour qu'ils puissent l'accompagner au niveau des juridictions. Et ces dernières se sont tout simplement retirées de la procédure, disant que puisqu'elle était déficiente, elle ne va pas être crue. Que c'était tout simplement, comme, entre guillemets, je vais le dire en Wolof, dafay xawi sutura famille bi. Dafay xawi sutura famille bi, il ne faut pas qu'on divulgue ça au grand jour. Et là, les procédures n'ont pas été continuées. Au niveau des juridictions, on en a d'autres cas, beaucoup de cas. Des femmes déficientes intellectuelles mariées qui, une fois qu'elles sont victimes de violences de la part de leur époux et qu'elles décident d'arrêter le mariage, de demander le divorce, elles s'en retrouvent, elles finissent par perdre la garde des enfants. Parce que les juges pensent qu'elles ne sont pas assez capables de prendre en charge ces enfants. Alors qu'elles ont été capables de les porter, d'être mères de famille. Oui. Il faudra vraiment un fort plaidoyer pour ces agents judiciaires, pour ces personnes. Elles ont beaucoup de problèmes, des fois aussi au niveau des polices, des gendarmeries. Quand elles veulent demander des autorisations, quand elles veulent avoir certains papiers, les gens ne les prennent pas en compte. Et nous voyons toujours ça au niveau de nos boutiques de droit. Oui. Merci beaucoup. Je vais demander de remercier Mme Fall. J'ai vu mes chères dames remettre la tête. S'il vous plaît, je vais tout simplement terminer par cette phrase en une minute pour les mécanismes existants. Je vais dire que l'association du juriste sénégalaise lutte pour la protection des droits humains de manière générale. Et à travers ces boutiques de droit, à travers les procédures opérationnelles standards, toute personne victime de violence, que ce soit une personne déficiente intellectuelle ou non, nous les accueillons et nous les accompagnons juridiquement, judiciairement, psychosocialement, avec nos partenaires, médicalement aussi, et tout ça de manière gratuite. Il faut se rapprocher de notre association pour ces cas de violence ou les référer à nous. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Mme Fall, pour votre plaidoirie. Je pense qu'aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir une vraie plaidoirie de juristes, d'avocates et de passionnés. Et ça prouve que la question de l'égalité des genres, la question des personnes en situation de déficience intellectuelle est une question entière. Donc aujourd'hui, le problème, ce n'est plus une méconnaissance des textes, mais c'est un problème d'application des textes. Donc on va inviter l'État, inviter les partenaires à plus de plaidoyer pour que l'État puisse mettre les mécanismes en place pour aider à l'applicabilité des textes qui sont aujourd'hui développés. Et quand je parle d'État, je m'adresse directement au ministère de la Santé, qui est ici présente. Donc, Madame Diouf, sans transition, on va vous poser la question. On a déjà défini les textes, on a montré les problèmes, on a cité les lois. Donc, on va vous demander au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale, quelles sont aujourd'hui les politiques qui sont développées. Donc, les questions sont multiples. Donc, on va d'abord vous poser la question sur, d'abord, les discriminations cumulatives. Comment les discriminations cumulatives déterminent les parcours des filles et des femmes? Et aujourd'hui, quelles sont les perceptions concernant les parcours des femmes? Quelles sont les normes sociales, comportementaux et attitudes qui tendent à perpétuer la discrimination faite aux filles et aux femmes? Et qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui n'a pas changé? Et comment aujourd'hui les changements ont créé des nouvelles qui sont justes et inclusives? Vous avez la parole. Voilà. Merci, monsieur le modérateur. Bonjour à toutes et à tous. Et permettez-nous de féliciter les initiateurs de ce symposium, mais également de remercier la présidente ainsi que les panélistes donc, pour la qualité des interventions pertinentes donc, qui vont toutes dans le même sens, c'est-à-dire déconstruire pour reconstruire une société plus juste et plus équitable. Et nous allons essayer de répondre aux différentes questions qui ont été posées. Donc, à commencer par
comment les discriminations cumulatives déterminent les parcours de vie des femmes et des filles qui ont une déficience intellectuelle. C'est quoi être discriminé? Être discriminé, c'est subir un traitement inégal en raison de sa différence. C'est parce qu'on est différent qu'on subit un traitement inégal. Et cette discrimination vise à défavoriser une personne pour des motifs interdits par la loi. Parce qu'au Sénégal, nous avons les principes d'égalité et de non-discrimination qui sont inscrits dans la loi sénégalaise. Donc, Mme Fall a parlé tout à l'heure de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, dont le Sénégal a souscrit. Et donc, ces conventions, ces engagements ont été traduits et se reflètent à travers la Constitution de 2001, du 7 janvier 2001, qui rappelle son rattachement donc, à cette Déclaration universelle des droits de l'homme et qui proclame dans son préambule l'accès de tous les citoyens sans discrimination à l'exercice du pouvoir à tous les niveaux, l'égal accès de tous les citoyens aux services publics, le rejet et l'élimination sur toutes les formes de l'injustice, des inégalités et des discriminations. Et ces discriminations sont basées sur des critères. Basées sur des critères à commencer par le sexe. C'est parce qu'on est femme, parce qu'on est fille, qu'on est discriminé. C'est parce qu'on habite en milieu rural qu'on est discriminé. C'est parce qu'on est dans une famille démunie qu'on est discriminé. Ce qui veut dire que ces critères vont se retrouver et vont s'accumuler chez les personnes qui sont atteintes d'handicap, mais surtout atteintes de déficience intellectuelle. Donc, ce sont des personnes qui ont des problèmes d'accès aux services sociaux de base, qui ont des problèmes d'accès aux services de santé, qui sont également victimes de VBG. Madame Fall l'a abordé tout à l'heure. Et ces discriminations et violences démarrent au sein de la famille et des communautés. Parce que c'est un parcours qui traverse plusieurs périodes, à commencer par l'enfance. Donc, ce qui veut dire que, dès la naissance, c'est un enfant, le plus souvent que le papa ne veut pas déclarer. Si l'handicap a été identifié très tôt. Donc, on commence à discriminer cette personne. C'est un enfant qui est laissé à la charge de sa mère. Donc, c'est à la maman de se débrouiller et d'essayer de subvenir aux besoins de cet enfant, à commencer par l'alimentation, les couches. Si l'enfant tombe malade, c'est à la maman de se débrouiller avec l'appui de sa famille, donc à prendre en charge elle-même son enfant. Donc, ce qui veut dire que cette discrimination commence au sein de la famille. Et nous avons également les autres structures dont monsieur Djoko, c'est monsieur Djoko, voilà, Kodjo, donc a abordé tout à l'heure, et je vais prendre l'exemple des structures de santé, donc que je maîtrise le mieux. On reconnaît que ces personnes vivent des discriminations au sein de ces structures de santé. Et c'est parce que dans les formations des établissements, cette dimension n'a pas été intégrée. On apprend aux agents à accueillir un malade, à faire un interrogatoire, à faire un examen clinique, mais on ne leur apprend pas à intégrer dans ce processus les besoins spécifiques des personnes qui sont reçues. Donc, ce qui veut dire qu'on peut vous apprendre à faire une injection intramusculaire, mais on ne vous a pas appris à faire une injection intramusculaire chez une personne atteinte de déficience intellectuelle. Et je pense que ça, c'est important. Et toujours par rapport à ces discriminations, donc c'est un parcours de l'enfance donc à la vieillesse. Donc, ce qui veut dire qu'à chaque étape, ces personnes peuvent subir des formes de violence. Donc, c'est un parcours qui est constitué de plusieurs étapes et transitions vécues en fonction des contraintes et opportunités offertes par l'environnement. L'environnement dans lequel la femme ou la fille évolue. Et c'est des perceptions
et des croyances qui sont ancrées. Des perceptions et des croyances qui entraînent des disparités et des inégalités, mais qui sont également facteurs de discrimination. C'est comme ça que nous avons été éduqués, c'est comme ça que nous avons été forgés. Et nous sommes responsables et nous sommes les décideurs de tout ce qui se fait donc, au niveau de notre pays, à commencer par l'élaboration des politiques. Donc moi, en tant que décideur, si j'ai été éduquée pour considérer la femme comme le sexe faible, pour considérer la fille comme le sexe faible, pour considérer une personne handicapée comme quelqu'un qui n'a pas de besoin spécifique, c'est sûr qu'au moment d'élaborer les politiques, donc cette dimension ne sera pas prise en compte. Au moment d'élaborer les programmes, les projets et les interventions, cette dimension ne sera pas prise en compte. D'où l'importance d'intégrer la dimension genre et équité dans tout ce que nous faisons. Donc, c'est des différences culturelles donc, qui confèrent à l'homme et à la femme un traitement différent et une considération sociale inégale. Et ce sont des systèmes sociaux qui sont dotés surtout d'une organisation de type patriarcal. La vie des ménages s'érige selon une culture valorisée de subordination des femmes et de domination de l'homme. L'homme incarne l'autorité, instaure les règles, assure le contrôle et la gestion des biens familiaux, prend les décisions capitales et fournit les moyens de subsistance à la famille. Ce qui veut dire que la femme est relevée au second plan et doit donc exécuter et suivre les ordres qui sont donnés par l'homme. La différenciation des rôles sociaux des hommes et des femmes et la vision de l'égalité sociale entre ces catégories structure les relations à tous les niveaux et dans tous les processus de la vie communautaire et sociale. Donc, c'est des croyances qui sont irréfutables. Donc, qu'elles soient personnelles ou culturelles, donc influencent les pensées et les ressentis et les relations avec les autres. Et à l'image donc des femmes et des filles qui, dans leur grande majorité, subissent de façon disproportionnée le poids de la pauvreté et de l'analphabétisme, elles sont encore victimes de graves violations de leurs droits et de leurs droits en matière de sexualité et de reproduction. Parce que le plus souvent, on pense que ces personnes n'ont pas de besoin de santé sexuelle et reproductive. Et nous avons, au niveau des établissements scolaires, les filles qui sont à l'âge pubertaire, qui voient leurs règles, mais malheureusement dans les dispositifs mis en place au niveau des établissements scolaires. Donc, cette dimension, gestion de l'hygiène menstruelle, n'est pas intégrée. Même au niveau de la famille. Ces filles qui sont atteintes de handicap ou de déficience intellectuelle, est-ce qu'elles sont accompagnées dans la gestion de ces menstrues? Elles sont laissées à elles-mêmes. Elles se débrouillent. Elles ne sont pas préparées. Ce qui les expose à développer des infections qui peuvent, à long terme, donc être source d'infertilité. Donc, ce qui veut dire que, commençons par nous-mêmes, commençons par les communautés, essayons de les conscientiser, de les amener donc à avoir une meilleure considération donc en faveur de ces personnes qui sont atteintes de handicap et notamment de handicap de déficience intellectuelle. Donc, ce sont ces attitudes et comportements qui sont définis par des construits sociaux qu'il faut déconstruire. Donc, qu'est-ce qui a changé? Je pense que M. Kodjo l'a abordé, Donc, nous avons la loi d'orientation sociale, je ne vais pas y revenir, mais nous avons également la mise en œuvre de la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre, donc qui est portée par le ministère de la Femme. Et nous sommes dans la deuxième phase parce qu'il y a la première phase qui a porté sur la période 2008-2015. La deuxième phase, donc, c'est sur la période 2016-2026. Donc, la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre est le référentiel pour tous les secteurs. Parce que, sur la base d'une circulaire prématoriale, il a été demandé aux différents départements ministériels de mettre en place des cellules genre au niveau de chaque secteur pour pouvoir promouvoir la prise en compte des questions d'équité et d'égalité de genre dans les interventions des différents départements ministériels. Donc, cette SNEC est l'instrument opérationnel donc, qui permet de rendre visible
les questions de genre dans la société. Et nous, au niveau du ministère de la Santé, donc la cellule genre a été installée depuis 2015. Et donc, depuis 2015, il y a beaucoup de stratégies, en tout cas beaucoup d'interventions qui ont été mises en œuvre. Donc, à commencer par un audit. Donc, il y a un audit genre qui a été mené en 2015 et qui avait montré qu'il y avait beaucoup d'insuffisances par rapport à la prise en compte de ces besoins spécifiques. Et nous avons, sur la base des constats, donc il y a un plan pour institutionnaliser le genre qui a été élaboré. Donc, nous avons également la division des personnes handicapées. Nous avons également une division de la santé mentale, donc au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Mais malheureusement, on est confronté à beaucoup de difficultés. Et je pense que c'est le cas pour toutes les cellules genre qui sont au niveau des autres départements ministériels. Donc, c'est des cellules qui sont confrontées à des problèmes de disponibilité de ressources, à commencer par les ressources humaines. Donc, ce qui veut dire que pour atteindre les objectifs, c'est très difficile. Mais avec l'appui des partenaires techniques et financiers, donc nous, au niveau du ministère de la Santé, nous avons pu quand même enregistrer beaucoup d'avancées en matière d'intégration de l'équité et de l'égalité de genre. Et concernant cette mise en œuvre, il faut commencer par faire comprendre le concept genre et la plus-value de l'approche genre. Parce que toutes ces attitudes et tous ces comportements basés sur des construits sociaux, donc, influencent les décisions, mais influencent également les services que nous offrons donc, au niveau de nos structures respectives. Donc, essayons de renforcer les capacités des acteurs au niveau des différents départements ministériels, au niveau des différentes structures qui sont sollicitées par ces personnes qui ont besoin d'être accompagnées. Et nous avons constaté qu'il y a peu d'études qui ont été menées concernant cette question. Monsieur Kodio a parlé tout à l'heure de disponibilité de données. Parce qu'il faut que ce soit basé sur des évidences scientifiques. Mais malheureusement, il y a peu d'études qui ont été menées. Donc, pour pouvoir vraiment identifier les causes profondes, je pense qu'il va falloir faire des études dans les différents domaines, dans les différentes phases, parce que les besoins vont différer d'une période à une autre. Disposer également de données, mais de données désagrégées. Voilà, de données désagrégées qui vont nous permettre d'analyser les disparités et inégalités dans cette catégorie. Et pour mieux prendre en compte donc ces problématiques, donc nous devons percevoir les différences de genre, les problèmes d'inégalité qui se posent et d'incorporer tout cela dans ces stratégies et actions. Les programmes sensibles au genre prennent en compte les inégalités dans l'accès et le contrôle liés aux services de santé, à l'éducation, à l'information, aux ressources, au statut, à l'exercice de pouvoir et à la mobilité. Donc, essayons de vulgariser notre stratégie, essayons de faire comprendre la plus-value de la prise en compte de l'équité et de l'égalité de genre pour une société plus juste et plus équitable. Voilà, c'est ce que nous avions à partager comme contribution. Voilà, je vous remercie, monsieur le modérateur. Merci beaucoup, Madame Ndiaye. Je pense que vous avez fait la part belle au ministère. Vous avez montré également les études qui ont été faites. Je vais inviter à présent le Dr Rokhaya Diakhaté à nous rejoindre sur cette table. Je sais que les Diakhaté vont d'abord manger avant de venir au panel, c'est pourquoi elle est en retard. Donc, je vais demander d'encourager encore, de féliciter nos panélistes et de permettre à Madame Diakhaté de s'installer. Je pense que Dr Diakhaté l'a fait ce matin, donc je ne vais pas aussi échapper à la règle. En bon Touré, je ne vais pas manquer de vraiment me marchander sur ma belle esclave. en tant que Diakhaté, elle est venue en retard. Sûrement, elle était en train de manger son bon chef. Donc, on va l'aider à s'installer. Donc, Madame Ndiaye, vraiment, du ministère, est revenue sur des points extrêmement importants. Elle a rappelé que la discrimination a une cause bien ciblée.
c'est parce qu'on est femme, parce qu'on est fille, qu'on est discriminé. C'est parce qu'on est pauvre qu'on est discriminé. C'est parce qu'également on est malade qu'on est discriminé. Mais parce qu'aussi on vient de loin, on a des conditions de vie désastreuses. C'est pourquoi on est carrément discriminé. Donc on va terminer par ma chère Rokhaya. On va nous demander de nous faire un bref état des lieux de la situation des filles et des femmes ayant une déficience intellectuelle, mais également de nous dire un peu ce que l'État du Sénégal a mis en place en termes de prise en compte des besoins spécifiques de ces dernières. Et enfin, quelles sont les perspectives? Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Merci à mon cher frère. Et toutes mes excuses pour ce retard indépendant de ma volonté. Comme tout le monde le sait actuellement, nous sommes dans la campagne des séjours d'activisme. Cette campagne a démarré le 25 dernier et devrait se terminer le 10 prochain. Et la cérémonie de clôture, nous entendons l'organiser au niveau de la région de Kaolack. Donc, et au niveau de la région de Kaolack, nous avons un centre de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre qui a été construit par les soins d'un partenaire que nous remercions très sincèrement. Donc, ce qui fait que je suis actuellement surbookée, j'ai plein d'activités, mais je ne pouvais pas manquer de venir ici parce que tout simplement, vous êtes Madame Raja. J'ai beaucoup travaillé avec elle dans le cadre de Spécial Olympique, qui est une organisation qui s'occupe de personnes en situation de déficience intellectuelle. Et comme en tant que chirurgien dentiste, nous avons accompagné cette organisation quand j'étais dans la pratique de la chirurgie dentaire. Et je trouve formidable ce que vous faites et je vous en félicite très bien. Mais aujourd'hui, je suis venue avec une autre casquette. Donc, je voudrais vous remercier et au nom de et vous féliciter au nom de Madame le ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants. Dans ma communication, j'aborderai d'abord la question de l'état des lieux et de la situation des filles et femmes atteintes de déficience intellectuelle avant de parler des mécanismes mis en place pour la prise en charge de leurs besoins spécifiques. Je fonde le vœu que nos discussions puissent aboutir à des propositions concrètes pour l'amélioration de la situation des filles et des femmes atteintes de déficience intellectuelle. Donc, selon l'Organisation mondiale de la santé, 200 millions de personnes environ ont un handicap intellectuel, soit 2,6% de la population mondiale, donc, dont un nombre important vit dans des pays à revenus moyens ou faibles. D'après l'Organisation internationale du travail, en Afrique, le nombre de personnes handicapées intellectuelles est estimé entre 10 et 15 millions, dont la majorité vit dans une extrême pauvreté. Ce type de handicap interpelle au plus haut point notre secteur car survenant le plus souvent de manière précoce dans la vie de la personne, donc avant l'âge adulte. Au Sénégal, la question du handicap en général et celui intellectuel en particulier se pose avec acuité. Avec la ratification de la Convention sur les droits des personnes handicapées et l'adoption de la loi d'orientation sociale 2010-15 du 6 juillet 2010 relative à la promotion et à la protection des droits des personnes handicapées, nous pouvons affirmer que l'État a consenti beaucoup d'efforts, l'État du Sénégal. Ainsi, le président de la République, son Excellence Macky Sall, Monsieur Macky Sall, dans l'axe 2 de sa vision du plan Sénégal émergent, a inscrit la promotion, la protection des femmes au cœur de l'action gouvernementale par la mise en œuvre de politiques avec des projets et programmes visant à assurer l'inclusion sociale pour lutter efficacement contre les inégalités et les discriminations. À cet effet, en effet, nous pouvons citer la SNEC, la Stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre,
2016-2026, dont la vision est de contribuer à faire du Sénégal un pays émergent avec une société solidaire dans un état de droit, sans discrimination, où les hommes et les femmes ont les mêmes chances de partager de participer à son développement et de jouir des fruits de la croissance. En plus, nous avons la stratégie nationale pour la protection de l'enfant, le programme national de bourse de sécurité familiale, la couverture maladie universelle, la carte d'égalité des chances, la stratégie nationale pour l'autonomisation économique des femmes, le projet d'appui à l'éducation des filles qui vise à améliorer la situation des droits des filles et des femmes, l'agenda national de la fille qui est structuré autour de 8 priorités à atteindre pour la fille, à savoir l'égalité, l'éducation, la formation professionnelle, scientifique et technique, la santé, on mettra la santé de la reproduction, la santé mentale, la santé en général, l'autonomie, la formation, la protection contre les violences, le leadership et l'engagement des hommes. Donc, pour l'engagement des hommes, en d'autres termes, le he for she ou bien la masculinité positive. S'agissant de l'éducation, il convient de souligner qu'il est mis en place un dispositif d'éducation gratuite et de qualité pour tous. Dans le même sillage, la Direction générale de l'action sociale, à travers ses programmes, contribue à l'accès à l'éducation pour les enfants en situation difficile, notamment ceux handicapés. On peut aussi noter la contribution du Centre Talibou Dabo, des projets Déclic et Pépites. Déclic, décidons d'une éducation pour les enfants handicapés par des choix libres et une approche de qualité. Et pour Pépite, Pépite parents, enseignants et élèves pour l'inclusion de tous à l'école, mais également l'apport décisif des partenaires techniques et financiers et des organisations de la société civile pour l'amélioration des conditions de vie de cette cible. Mais malgré les efforts consentis, mesdames, messieurs, force est de constater que plusieurs défis doivent être relevés. Il s'agit notamment de la scolarisation des enfants atteints de déficience intellectuelle. Les personnes présentant des incapacités intellectuelles sont confrontées à des difficultés dans plusieurs domaines: la santé, l'apprentissage, l'autonomie, le travail, la communication et, entre autres, le maintien à domicile. Plus vulnérables, les femmes et les filles handicapées intellectuelles sont celles qui sont les plus laissées en rade. Outre l'exclusion et la marginalisation qu'elles subissent, elles connaissent un fort taux de chômage et demeurent confrontées souvent à des difficultés d'accès aux soins médicaux et à l'éducation. La famille, dont la fonction est avant tout protectrice, reste la seule source de soutien pour les déficientes intellectuelles. Soins non rémunérés, la prise en charge des personnes handicapées est le plus souvent assurée par les femmes, et constitue ainsi un frein à l'autonomisation économique de celles-ci et entraîne très souvent des pertes d'emploi. Une étude menée avec ONU Femmes nous renseigne qu'au Sénégal, les femmes consacrent en moyenne 4 heures et 9 minutes par jour aux travaux ménagers et aux soins pour les enfants, contre 30 minutes pour les hommes. Mesdames, Messieurs, au regard de tous ces constats, il est nécessaire de renforcer la prise en compte du handicap, en particulier de la déficience intellectuelle, dans nos projets et programmes tels que l'agenda national de la fille, mais aussi le plan d'action national pour l'éradication des violences basées sur le genre et la promotion des droits humains, dont la seconde phase est en cours d'élaboration. Je voudrais également saisir cette tribune pour vous informer
durant la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et filles, dont le thème de cette année est Investir pour prévenir la violence à l'égard des femmes et des filles, permettra de mettre l'accent sur l'importance de financer différentes stratégies de prévention pour mettre fin à cette violence. Madame le ministre va en profiter pour inaugurer demain à Kaolack, demain 8, le premier centre public d'accueil et de prise en charge holistique des femmes et des filles victimes de violences. Celui de Dakar, de niveau national, sera inauguré très prochainement. Ces centres d'accueil permettront dans une large mesure d'apporter des réponses adéquates à la prise en charge holistique des violences faites aux femmes et aux filles particulièrement exercées. À cela s'ajoute l'existence d'un numéro vert. Il s'agit de la ligne Allo Wallu 116, c'est le numéro 116, qui est un centre d'appel gratuit et anonyme d'écoute et de référencement pour la prise en charge des victimes de violences. Madame le ministre invite tous les enfants, les garçons, les filles du Sénégal, toutes les femmes, mais également les hommes, à s'approprier la ligne 116 pour signaler tous les cas de violence, notamment faites aux filles et aux femmes atteintes de handicap intellectuel et pour briser le mur du silence. En vue de contribuer à la réalisation des objectifs du gouvernement en matière de santé et de bien-être des filles, le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants a élaboré un projet dénommé Initiative nationale pour l'accès aux services hygiéniques. Cela fait suite également à de très autres instructions du chef de l'État, son Excellence Macky Sall, qui, lors de la conférence Women Deliver 2023, tenue à Kigali, au Rwanda, avait lancé un défi à ses homologues africains consistant à travailler pour que dans chaque pays, les serviettes hygiéniques soient gratuites, du moins qu'elles soient défiscalisées de façon à les rendre accessibles à toutes les femmes et filles du continent et peut-être du monde. Mesdames, Messieurs, je voudrais, pour terminer, exprimer ma gratitude à Special Olympics pour avoir bien voulu associer le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants à cette importante rencontre et les féliciter pour la qualité de l'organisation. Je réitère au nom de Madame le ministre, Dr Fatou Diané, ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants, l'engagement à vous accompagner et à œuvrer pour la promotion des droits humains. Soyez donc rassurés que le ministère accorde une importance particulière à vos travaux ainsi qu'aux conclusions qui en ressortiront. Je remercie l'ensemble des participants qui prennent part à nos travaux. Pour terminer, je voudrais affirmer que les filles et les femmes porteuses de déficiences intellectuelles font partie intégrante de la société. Nous avons besoin d'elles et nous ferons tout pour qu'elles puissent réussir elles aussi. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Mme Diakhaté. Je pense que, docteur, à travers vos paroles, le ministère s'est engagé. Donc, je vais dire ministère de la Femme, mais également ministère de la Fille, parce que c'est un ministère qui doit aussi prendre en compte la particularité de la fille dans le cadre de la prise en compte. Donc, je dirais ministère de la Fille, de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants. Et c'est à travers cette phrase que je vais terminer mon propos, et en félicitant tous les panélistes, encore une fois. Je vais demander à l'assistance s'il y a des questions qui doivent être adressées aux panélistes. Merci beaucoup à tous. Je vais commencer à donner la parole à M. Ousmane. Vous avez la parole. Nous devons ensemble mener le combat pour que l'autorité arrive à signer. Maintenant, vous avez parlé aussi de désagréger les données. C'est important parce que ça va nous permettre d'identifier le type d'handicap, de disposer des statistiques. Donc, au moment où je vous parle, la direction des personnes handicapées, dans sa base de données, a de façon désagrégée les types de handicap. Donc,
pour des besoins des statistiques, je pense que la DPPH a les données statistiques au niveau national et de façon désagrégée. Donc, revenir juste pour dire que les rédacteurs de la loi d'orientation sociale, c'est l'ancien directeur de l'action sociale et les personnes et les organisations des personnes handicapées qui ont pris en compte presque l'ensemble des besoins des personnes handicapées. Merci beaucoup, hein, M. Ousmane. Merci. Je m'appelle Neurokia Gay. Je suis partie à Berlin. J'ai gagné de médaille bronze. J'ai gagné médaille bronze sur basketball. Je vais vous présenter panel filles et femmes. góor yi dañoo war a bàyyi di def violence jigéen yi góor yi dañoo war a bàyyi di dóor jigéen yi dañoo war a wax violence baaxul violence c'est pas bon quoi. Merci beaucoup, Dorothea. Les filles doivent ici partir à l'école ici. Elles doivent partir aussi au travail ici. Et lu góor mën na ko, jigéen mën na ko. Jaarama Essential Olympics ndax mu ngi jàppale jigéen ñi. Je remercie Essential Olympics. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dorothea, pour votre excellent plaidoyer. Je pense que c'est un message qui est passé et qui est compris par tout le monde. On vous remercie. J'ai des milliers de questions qui se bousculent dans ma tête, mais nous allons essayer de résumer. Par rapport aux différents panélistes, vraiment, les sujets abordés ont été très, très intéressants. Mais ce qui revient le plus, c'est d'abord cette carte d'égalité des chances. Je pense que c'est un terme que nos 4 panélistes ont utilisé. Donc, pour être dans la pratique, nous faisons les certificats, nous accompagnons des familles que nous recevons pour pouvoir se procurer cette carte. Mais après, il n'y a pas de mise en pratique. Ils ne savent pas utiliser cette carte, ils ne peuvent pas les utiliser parce que dans nos structures de santé, quand nos patients arrivent avec cette carte, on n'accepte pas. Ils doivent payer leurs soins. Qu'est-ce qui pêche? Où est le problème? Est-ce qu'on peut résoudre ce problème? Ce serait très intéressant pour nos familles déjà. Donc, je pense que c'est les différents ministères qui sont là, qui peuvent s'occuper de ça et appuyer, aider les parents. Parce que vous l'avez dit, Dr Rokhaya, c'est très difficile pour les parents. Les soins ne sont pas rémunérés. Et ce qui fait que nous perdons beaucoup de patients de vue. Parce que la prise en charge du handicap est très difficile. Surtout tout ce qui est santé mentale des enfants, des adolescents. Les rééducations sont lourdes. Elles sont longues. Nous, nos patients sont nos enfants. Nous grandissons avec eux. Nous les avons presque de 0 à 18 ans. Vous imaginez, avec un rythme soutenu. On doit les voir 1 fois par mois, voire plusieurs fois dans le mois. Et c'est très dur pour les familles. Donc, cette mise en pratique de cette carte d'égalité des chances, elle pêche depuis longtemps. Ça, c'était un premier plaidoyer. Donc, une deuxième chose par rapport à Madame Fall de l'Association des femmes juristes. Donc, à votre niveau aussi, dans notre pratique, nous nous battons beaucoup pour que nos expertises pédopsychiatriques puissent être prises en compte. Nous recevons beaucoup de filles, de femmes victimes de violences, que ce soit sexuelles ou psychologiques. Nous sommes dans la capacité de pouvoir faire des expertises pédopsychiatriques qui doivent être acceptées au niveau de la justice, qui doivent être prises en compte. J'ai fait 6 ans en Belgique où je passais quasiment chaque 2 jours au tribunal parce que on était interpellés dans les expertises pédopsychiatriques et la justice tenait compte de nos comptes rendus. Nous faisions des expertises devant des abus, tout ce qui est victime, violence, même violence psychologique, harcèlement à l'école, justement pour ces personnes-là différentes. Et nos comptes rendus étaient pris en compte. Ici au Sénégal, on se bat pour être entendu. Dans ma pratique, beaucoup de fois, je demande aux patients d'aller demander à leur avocat. Parfois, je saisis même des procureurs pour leur dire, nous sommes là. Interrogez-nous, demandez-nous de faire des expertises et nous allons vous prouver que ce que cette jeune fille dit est vrai.
et nous pouvons accompagner. Donc, s'il vous plaît, pensez plus à nous, parce que je pense que c'est ça un peu qui pêche. Les gens ne nous connaissent pas et c'est une réalité par rapport à la justice. Par rapport aux études et aux données sur le handicap, nous faisons des études. Si vous vous rapprochez des personnes qui travaillent dans le cadre du handicap, nous voyons ces patients, nous faisons des publications. Vous aurez certaines données. Nous avons fait un travail sur l'autisme au Sénégal, l'état des lieux de l'autisme, entre autres, d'autres pathologies de la santé mentale, et surtout des enfants et des adolescents. Mais ce sont publiés dans des revues scientifiques. Mais si à un certain niveau, vous vous rapprochez, nous sommes dans les hôpitaux publics, nous sommes à Fann Kër Xalé, nous sommes à Thiaroye, nous sommes à Diamniadio, et je me tiens ici en tant que directrice pédagogique du Centre Ressources Autisme de Dakar. C'est des structures qui existent et qui peuvent vous aider par rapport aux chiffres, par rapport aux coûts, pour appuyer justement dans ces initiatives de prise en charge et d'accompagnement des parents dans le cadre de ce handicap. Je vais terminer en parlant de l'utilité d'un réseau. Vraiment, on l'a dit hier, il y a eu une belle suggestion de tisser ce réseau. Non seulement un réseau de soins pour le parcours diagnostic des parents, appuyer les parents avec tout ce qui est professionnel de l'enfance, allant des gynécologues, aux pédiatres, à tous les autres, à nous aussi, mais aussi dans ce réseau, qu'il y ait tout ce qui est accompagnement après le diagnostic, après les soins, que nous puissions référer vers les bonnes personnes pour que ces enfants puissent être pris en charge sur le plan santé-coût, que ces enfants puissent être scolarisés, que ces enfants puissent être insérés dans la société et vice-versa. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Odiaye, pour votre plaidoyer. La parole est à Madame Fall. Dr. Rokhaya Diakhaté parlait des construits du patriarcat. Et dans ces construits, on dit qu'un homme peut avoir des richesses en ayant des rapports sexuels avec une femme différente. Mais on ne dit pas qu'une femme peut avoir des richesses en ayant un rapport sexuel avec un homme dans la même situation. Et ça procède des construits. Et ce qui me fait penser à cela, c'est que bientôt nous allons vers les élections présidentielles avec 200 candidats qui veulent le pouvoir, avec des millions de personnes, d'hommes, qui veulent être des ministres, des millions qui veulent être des députés, qui veulent être au pouvoir. Et cela présente un risque pour les filles et les femmes dans cette situation. Et il faut y penser. Je salue l'initiative de l'AGS d'avoir fourni une occasion, l'opportunité d'accéder à la justice. Mais la question que je me pose, c'est que celle-là, elle a eu la capacité de se rendre compte qu'elle fait l'objet, qu'elle est victime de viol. Mais combien, parmi ces filles et ces femmes, ont été victimes d'inceste, ont été victimes de viol, sans avoir conscience qu'il s'agissait d'une violation de leur intégrité physique, de leur intégrité morale et de leur intégrité, n'est-ce pas, sexuelle. Et alors, la question que je me pose, c'est dans les mécanismes de recours en cas de viol, comment les modifier, justement, pour prendre en charge cette personne-là qui en est victime et qui n'a pas conscience qu'elle en est victime. C'est un élément important. Une autre question qui me vient à l'esprit, AGS est dans le task force pour l'avortement sécurisé en cas de viol et d'inceste. Comment est-ce que les besoins spécifiques de ces filles et de ces femmes-là doivent être pris en compte? Parce que, avec les mécanismes, n'est-ce pas, qui existent actuellement, le temps que la justice prenne la décision pour l'avortement, l'enfant est déjà né et va à l'école. Merci. Merci beaucoup, Madame Fall, d'avoir tiré la sonnette. Je pense qu'on a bien compris le message. La parole est à Madame Basseta Diop. Merci beaucoup, merci à tous les panélistes et présidente et modérateur. Elle m'a devancé sur le problème Awa. C'est exactement ça dont je voulais parler. Comment faire bouger les lignes, justement, par rapport aux enfants déficients, aux filles, femmes déficientes, quand elles sont victimes de viol. Parce que quand elles se rendent même pas compte qu'elles sont victimes de viol. C'est ça le problème. Et on s'est rendu compte, parce qu'on a eu un cas pratique, il y a une dizaine d'années,
ben il y a la pression sociale, la honte, etc. Et on veut pas recourir à la justice, on veut pas que la personne qui a commis cet acte soit attrapée. Il se trouvait qu'à ce moment-là, c'était un imam. Donc, oh mon Dieu, il fallait pas faire beaucoup de vagues. Mais cet enfant-là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il a fallu, à ce moment-là, on s'est posé la question, est-ce qu'une association, aujourd'hui, si les parents, suite à des pressions sociales, ne peuvent pas et ne veulent pas faire porter plainte, l'enfant ne se rendant pas compte, ne veut pas et ne peut pas porter plainte, est-ce qu'une association peut porter plainte? Et là, on s'est rendu compte que non. Et je pense que c'est là où il faut se battre. Il faut donner la possibilité à d'autres personnes de le faire. Parce que là, sinon, c'est un statu quo complet. On ne bouge plus. Parce que si les parents ne bougent plus, si la personne déficiente ne bouge plus, mais qui va bouger? On va rester de spectateurs. C'est-à-dire la personne aujourd'hui qui a commis cet acte va continuer sur d'autres enfants. Et c'est là, moi je pense que là, il faut vraiment bouger les lignes. Et je crois que c'est le rôle un tout petit peu du ministère de la Santé, nous avons notre propre responsabilité, tous, de faire bouger ces lignes à ce moment-là. Ça, c'est le plus important pour moi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je voulais savoir si c'est vrai que les associations ne peuvent pas porter plainte à la place. Il y a sûrement des mécanismes aussi là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Bassata. Je pense que c'est un appel à l'action clair. Donc, c'est un appel à l'action à l'endroit de la justice et des personnes présentes. Des réponses seront certainement apportées à l'issue des séances de questions. Madame Fatia, vous avez la parole. Nous, on aimerait bien mettre l'accent sur ce que Special Olympics fait pour les filles et les femmes qui sont dans l'association. Nous allons commencer par vous dire que nous faisons des formations en leadership, donc pour ces femmes, pour leur permettre donc déjà d'avoir de l'estime en soi et de se dire que ce sont des leaders et que ils ont aussi un mot à dire dans la société et qu'ils pèsent aussi dans cette société. Nous faisons aussi la formation et la préparation sur le volet sportif pour donc les aider à participer à des compétitions nationales et des compétitions internationales sur les disciplines de Special Olympics. On peut citer entre autres l'équitation, la natation, le basket et même le football féminin, tennis de table et autres. Donc je pense qu'on a beaucoup de championnes qui ont eu des médailles tout récemment parce qu'ils sont partis à Berlin. Elles ont bien défendu donc les couleurs du Sénégal. Et nous les formons aussi toujours dans le coaching parce que aujourd'hui, je l'ai vu tout à l'heure passer, je ne sais pas si elle est sortie ou pas, Ami Ndiaye. Elle a été amie. J'aimerais bien que te présenter donc à l'audience. Vous la voyez depuis hier avec son appareil photo. Elle fait partie de la team média de Special Olympics. Elle a été formée à Special Olympics. Elle fait de très belles photos, vidéos, montage, mieux que bon nombre parmi nous. Hein. C'est qu'elle s'est formée, en tout cas, je peux pas le faire. Et elle a été formée à Special Olympics. Nous avons aussi Khadija, je ne veux pas l'oublier, sinon elle va me taper aussi, qui fait partie de la team média de Special Olympics, qui a été formée aussi par Aziz Diouf, qui est là-bas. Et Maha aussi, voilà, Aziz. Nous aujourd'hui aussi, ce sont des majorettes. Quand on a des festivités en général, on aime les mettre en avant. Donc, nos majorettes sont assurées par nos braves filles qui sont dans l'association. Elles deviennent aussi des volontaires de l'association, c'est-à-dire le travail que nous faisons, elles aussi, nous les formons à devenir des volontaires dans toutes les activités de Special Olympics, que ce soit les consultations médicales ou que ce soit aussi les entraînements que nous faisons avec les enfants chaque dimanche, donc dans les différents sites que nous avons. Nous les formons à devenir des health messengers, donc des messagers de la santé communautaire, et nous les apprenons en même temps à devenir donc à se prendre en charge en hygiène corporelle et en hygiène menstruelle
Nous leur faisons des dons aussi de serviettes hygiéniques chaque fois que le besoin se présente. Et surtout, comme je l'ai dit au début, c'est qu'ils s'assument en tant que femmes et savoir aussi quelle est leur valeur dans la société et vraiment qu'est-ce qu'elle représente dans cette société. Et d'ailleurs, nous avons dans 2 semaines une formation pour le Health Messenger. Et donc, pour finir aussi, nous leur formons sur les violences faites, donc basées sur le genre, pour qu'elles comprennent. Et c'est pourquoi tout à l'heure, elle a commencé par dire violence baaxul kenn du dóor jigéen. Donc, et pour finir, ce sont aussi des porteurs de projets. Nous leur formons à porter des projets, comme le projet de Amin Ndiaye, mais aussi la nutrition avec Khady Gueye. Je ne sais pas si elle est là ou pas, sur la nutrition. Et c'est vraiment elles qui sont au devant de ces projets-là, c'est elles qui les portent. Et surtout sur le sport aussi pour les fitness. C'est un court résumé que j'ai fait comme ça, mais en tout cas, c'est pour dire que Special Olympics met tous les moyens donc à la disposition de nos braves dames pour qu'elles puissent savoir qu'elles sont des leaders, donc nee nañ jigéen moom mooy yor société, n'est-ce pas? Merci. Merci beaucoup, Madame Sène, d'avoir décrit toute la panoplie de merveilleuses choses que SOS fait au Sénégal. Donc, félicitations à vous et à votre équipe et à tous les athlètes qui sont présents. Nous allons donner la parole directement à Madame Sow et terminer avec M. Ben. Comme je prends la parole en dernier, il y a beaucoup de points sur lesquels je voulais revenir qui ont déjà été évoqués. Déjà par le représentant de la DGAS, parce que il y a la question de l'opérationnalisation des textes qui a été soulevée. Nous avons tous les textes qui sont là, mais il faut aller jusqu'au bout pour qu'on puisse vraiment les mettre en vigueur. On a parlé de la carte d'égalité des chances, c'est un grand problème. Il y a beaucoup d'autres points qui ont déjà été évoqués, je ne reviens pas là-dessus. Je vais juste insister sur un point qui a été évoqué par le représentant du ministère de la Santé et qui a été repris également par le représentant du ministère de la Femme et qui tourne un peu sur l'hygiène menstruelle des filles et sur leur vie sexuelle. Je crois que c'est une question qui est très importante et à laquelle nous, mamans, nous sommes confrontés avec nos enfants. Et ce point a déjà d'ailleurs été partiellement évoqué hier dans le panel santé quand on a parlé du mariage des enfants atteints de déficience intellectuelle. D'ailleurs, j'étais assez dubitative à la sortie de ce panel parce que nous avons eu des spécialistes et nous avons eu des avis un peu divergents. Nous avons eu un professeur qui a pensé qu'on ne devait pas marier les enfants déficients intellectuels entre eux. Et à côté de ça, on a eu un autre professeur également qui a pensé que ce serait un peu difficile de ne pas les marier entre eux. Évidemment, l'un regarde du côté santé et l'autre peut-être du côté social. Je pense que c'est une question qui est très importante. On n'a pas pu en débattre. Mais juste, je voulais vraiment l'évoquer à ce moment de nos discussions et peut-être m'en arrêter à ça. Je suis Madame Sow Niagne Diop, je suis membre du réseau des familles et maman d'une fille de 16 ans, trisomique, et qui me rappelle souvent que quand elle sera guérie, elle voudra être mariée, avoir un enfant, le porter sur le dos, l'allaiter, lui changer les couches et s'occuper de sa maison pour aller faire le marché, préparer à manger, etc. Vous comprenez un peu donc mon intervention. Merci à tous. On est tous là, on veut tous aider. Mais si le ministère fait quelque chose, Special Olympics fait quelque chose à ses partenaires, je pense qu'il devrait plus avoir en fait une fluidité d'informations. Je pense que ça, c'est quelque chose comme que je regrette depuis ce matin. J'ai entendu quelqu'un parler d'éducation. Et quand il a parlé d'éducation, on parle d'éducation de base. Quelqu'un a parlé de pourquoi en fait ces enfants, dès le bas âge, ne reçoivent pas l'éducation qu'ils ont, mais aussi que les autres reçoivent l'éducation à propos de ces enfants. Et là, je parle d'enfants seulement. On parle aussi d'éducation de ses formateurs, parce qu'il a parlé, j'ai entendu juste quelqu'un du centre Talibou Dabo. Les formateurs de Talibou Dabo ne sont pas spécialement formés. Donc, je me dis qu'il y a quelque chose qui manque. Pourquoi cette information n'est pas bien passée? Au-delà de ça, il y a la compétence et l'aptitude. On parlait d'emploi, mais les gens ne parlaient pas de quotas. Moi, je suis contre ça, en fait. Parce que quand on parle de minorité, déjà, on parle d'une minorité, et parmi cette minorité, on parle de femmes et de filles. Donc, c'est encore pire. C'est comme, tu es en train de parler, il n'y a pas beaucoup de gens, et parmi ces gens, il n'y a pas encore beaucoup de gens. Et là, tu me dis que tu veux pas un quota. Donc, moi, personnellement, je me dis que on devrait avoir des quotas, en fait. Mais ça, en fait, je sais pas comment ça se passe. Mais je pense que si tout le monde est assis à une table,
et qu'il y a un suivi, parce que Special Olympics va essayer de faire le mieux. Mais Special Olympics ne peut pas prendre les décisions du ministère. Special Olympics a des idées. Mais si les gens ne font que parler, et que Special Olympics aujourd'hui fait un symposium, mais qu'il n'y a pas de suivi sur ces plaidoiries, rien n'avancera. Parce que si on fait le suivi qui se doit, et qu'on dit par exemple, tous les employeurs, l'État choisit qu'un employeur qui choisit qui prend un employé va avoir ce revenu en échange. Je pense que ça c'est un incentive. C'est quelque chose qui va faire que les gens vont vouloir embaucher plus. Parce qu'on est en train de parler de minorité. Et je pense, on parle pas de pitié, mais aussi on parle d'égalité. Et quand on parle d'égalité et de l'équité, c'est différent. Donc, je pense qu'on doit donner plus de ressources, on doit donner plus de chances à ces personnes avec des déficiences intellectuelles. Et quand je parle d'holistique, on doit en fait inclure tout le monde. Comment ça se fait que l'information soit fluide au-dessus de la table? Et je vais juste finir pour une chose, je parle d'offres actives. Ça, c'est l'autre chose qui est vraiment importante. C'est comment faire pour aujourd'hui, tout ce qui a été discuté. On est en train de voir une plateforme de Special Olympics juste sur la table, tout le monde le voit. Comment faire pour que cette offre active soit continuelle? Special Olympics fait le travail, que les gens puissent faire le suivi. Comment ça, que tout le monde reste au-dessus de cette table et travaille pour une même population et que personne ne travaille à côte à côte. Et tu as comparé son travail et de la même population. Je m'excuse, c'était seulement ce que j'avais à dire et merci beaucoup. Madame Fall, de la RAGES. Et en dernier lieu, la question par rapport à les possibilités de recours pour porter plainte pour une fille ou une femme qui est victime de violence, la possibilité pour l'association ou une personne X de pouvoir porter plainte. Je voudrais vraiment, concernant la carte d'égalité des chances, c'est vrai que c'est un projet, c'est un filet social. Donc, comme le programme national de bourse de sécurité familiale, et c'est vraiment, ça permet, il doit y avoir plus de visibilité, de communication, de sensibilisation pour que les ayants droit sachent parfaitement à quoi sert cette carte-là et comment elle peut leur être utile. Parce que nous voyons à chaque fois que, c'est parce que si je réponds comme ça, c'est une carte qui est logée au niveau du ministère de la Santé. Mais si vous voyez que je réponds à cette question-là, c'est parce que je viens également, j'ai fait j'étais à la délégation générale à la protection sociale, à la solidarité nationale, et nous avons mis en œuvre en son temps le programme national de bourse de sécurité familiale. Et qui parle de bourse de sécurité familiale parle forcément de la carte d'égalité de chance. Donc pour cette carte, c'est une carte qui est dédiée aux personnes handicapées en général, et c'est une carte dont l'accès est individuel. Donc c'est pas comme le programme de bourse où l'accès est familial, la porte d'entrée est la famille ou le ménage. Cette carte est individuelle et l'accès de cette carte est individuel. Donc quand on dispose de cette carte-là, il faudrait qu'il y ait une communication en amont pour comprendre tout ce les privilèges qui vont avec cette carte. Il y a c'est parce que tout simplement il n'y a pas eu suffisamment de communication autour de cette carte que les gens ne l'utilisent pas à bon escient ou ne connaissent pas les services qui vont avec cette carte. Mais sinon, cette carte est extrêmement utile jusqu'à même si une personne est handicapée, au moment de se garer quelque part, il a la priorité ou bien il a quelque part qui lui est réservé pour se garer. Pour vous dire, entre autres, que la carte est extrêmement importante et a beaucoup d'avantages et de privilèges que les personnes handicapées pourraient utiliser. Et quand une personne qui n'a pas de ressources dispose de cette carte-là, elle est enrôlée dans le programme national de bourse de sécurité familiale, qui est un programme de cash transfert de 35 000 francs, par trimestre. Ça fait quelques mois que j'ai quitté le programme, la délégation, donc je voulais pas dire de n'importe quoi. Donc la personne est enrôlée dans le programme de bourse de sécurité familiale et touche à tous les semestres 35 000 francs, et au-delà de ces 35 000, a la latitude d'être formée en compétences de vie, en leadership, mais également a la latitude d'avoir
des actifs productifs pour avoir des activités génératrices de revenus. Merci pour Merci l'intérêt. beaucoup. Madame Diouf, il avait pour les contributions. Merci, Président. Donc, merci aux différents intervenants pour l'intérêt porté donc, à nos interventions. Et pour compléter, Dr Diakhaté, par rapport à la carte d'égalité des chances, c'est un paquet de services. C'est un paquet de services qui est offert et qui est transversal. Et concernant le secteur de la santé, donc cette carte est gérée au niveau de la Direction générale de l'action sociale. Donc, il y a une division donc, qui s'occupe de ces questions. Et comme elle l'a dit, je pense que nous devons orienter nos communications donc, vers les cibles donc, qui sont bénéficiaires donc, de ces cartes. Permettez-moi, Monsieur le Président, donc, le modérateur, voilà, donc, de répondre également aux autres préoccupations concernant la disponibilité des données. Parce que nous savons que c'est des données qui existent au niveau des structures de santé, mais malheureusement qui ne sont pas accessibles parce que nous avons une plateforme au niveau du ministère de la Santé donc, qui centralise tout ce qui est donné de la santé et de l'action sociale. Et donc, au niveau des outils de gestion qui sont utilisés au niveau des structures, on n'a pas une harmonisation. Donc, ce qui veut dire que ça ne permet pas d'avoir une exactitude et une complétude des données donc, concernant les personnes qui ont un handicap. Et pour la prise en charge des enfants qui sont victimes de viol, concernant par rapport à la prise en charge, donc on sait que devant une victime de viol qui est atteinte de déficience intellectuelle, qu'il s'agisse de mineurs ou de majeurs protégés, les prestataires sont tenus de faire le signalement parce que c'est une personne qui ne jouit pas de toutes ses facultés. Donc, les prestataires doivent signaler donc, le cas à l'autorité. Mais malheureusement, ces personnes ne sont pas formées donc, sur la conduite à tenir donc, devant ces cas. Et donc, nous avons essayé d'adapter le guide de l'OMS par rapport à notre contexte pour avoir un document harmonisé qui sera un référentiel pour tous les prestataires donc, sur le plan national pour une meilleure prise en charge. Et permettez-moi de terminer par l'intervention de Madame. Donc, on a senti que c'était un cri de cœur. Voilà, nous sommes dans un dilemme. Donc, si on a une fille qui a l'âge de se marier, donc est-ce qu'il faut la laisser se marier parce qu'il y a des risques liés à la santé. Moi, je pense que on ne doit pas refuser donc ce droit donc à la fille ou au garçon qui veut se marier et qui est atteint de déficience intellectuelle ou d'un handicap. Et je pense qu'il suffit d'accompagner et d'encadrer. Donc, pour minimiser ou bien éviter les risques ou les complications qui peuvent survenir. Voilà. C'est ce que je voulais apporter comme contribution. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Diouf. Madame Fall, rapidement, vous. D'accord. Merci aux intervenants pour leur plaidoyer fort et très instructif. Concernant la question sur les expertises pédopsychiatriques, nous, au niveau de l'association, nous avions tendance à chercher des sociologues, des psychologues qui peuvent parler à ces victimes de viol et essayer de voir la véracité des éléments qu'elles rencontrent. Et à chaque fois que nous le soumettons à ces experts, ces derniers disent que vraiment, elles disent la vérité. C'est vrai, elles ont été violentées. La première fois, peut-être elles ne sont pas conscientes que nous sommes violentés, nous sommes victimes d'agressions sexuelles, mais nous faisons des formations pour leur montrer que telle ou telle chose n'est pas normale. Quand une personne veut s'attaquer physiquement à vous, c'est pas normal, c'est de la violence. Quand une personne veut avoir des relations intimes, indépendamment de votre volonté, c'est pas normal, c'est une violence sexuelle. Il faut dire non. Et suite à ces formations, nous avons vu que beaucoup de ces personnes revenaient à chaque fois que quelqu'un essayait de les violer ou avoir des relations avec elles, elles revenaient pour dénoncer ça. Seulement, nous n'avions pas peut-être connaissance qu'il y a des experts qui peuvent aller au niveau des juridictions et défendre ces cas de figure. Nous allons intégrer ça dans notre feuille de route, vous appeler, vous tenir informés de ces cas de figure, comme ça vous allez nous accompagner au niveau des procédures judiciaires. Par ailleurs, il y a aussi la question sur
Si elles ne sont pas conscientes qu'elles sont violées, comment faire? La loi sur le viol, la loi 2020-05 sur le viol, en son article 320, indique clairement que tout acte de viol commis sur une personne doit être dénoncé par les gens qui sont au courant de ce fait. Ce n'est pas tout simplement la victime qui doit aller dénoncer le viol. Le parent non plus. Il est possible que les parents ou les membres de la famille aillent dénoncer ce viol au niveau de la justice. Mais toute autre personne qui est au courant de ce viol, de cette agression sexuelle, a la possibilité de saisir le procureur. À défaut même, cette personne pourrait être poursuivie pour recel de crime. Les personnes qui sont au courant d'agression sexuelle et qui se taisent par rapport à cela peuvent être poursuivies plus tard pour recel de crime. La loi sur le viol insiste vraiment sur ça. Nous avons aussi, pour les cas de grossesse non désirée, comme je l'ai tantôt dit, nous avons le protocole de Maputo qui vient d'avoir 20 ans, ce 20 décembre. Et il y a toujours des failles dans son application, dans l'intégration des dispositifs que l'État a lui-même signés et a pris l'engagement de mettre en œuvre. Comment dirais-je? Les grossesses non désirées pour ces personnes déficientes intellectuelles doivent être prises en compte. Et l'avortement médicalisé est autorisé si le médecin vérifie que cette personne est incapable de mener à terme cette grossesse. Là, il y a interruption de la volontaire de la grossesse et c'est permis. C'est tout simplement pour des cas où l'établissement du certificat médical prouvant que la personne n'est pas apte ou capable de terminer cette grossesse. Là, on a des difficultés pour interrompre volontairement cette grossesse. Bon. Je crois que c'était les questions. Et pour les associations, si les associations peuvent porter plainte, on n'a toujours pas la possibilité de porter plainte nous-mêmes. Mais les procureurs peuvent s'autosaisir eux aussi. Si une personne quelconque ne veut pas donner son identité, par exemple, je suis témoin d'une telle ou telle agression, d'un tel ou tel viol, je veux saisir le procureur. Peut-être que pour des raisons sociétales, je ne veux pas qu'on connaisse mon identité. Je peux écrire une lettre de manière anonyme destinée au procureur pour dénoncer cela. Et c'est recevable. Merci beaucoup, Mme Fall. Je vous demande encore une fois de féliciter nos différents panélistes. Je vais devoir opérer une discrimination positive envers les femmes pour donner directement la parole à la présidente pour les mots de clôture. C'est une discrimination positive envers les femmes parce que la parole devait être remise à mon frère. Donc, je vais demander sa clémence pour qu'on puisse clôturer et remettre la parole à la présidente. Encore une fois, je vous demande de féliciter nos chers panélistes et de féliciter l'ensemble des participations. Madame la présidente, à vous. Je dirais encore une fois que la question des filles et femmes handicapées mérite d'être pris en compte dans tout ce qui se fait. Parce que il y a quelqu'un, je crois, qui a parlé tout à l'heure de l'intersectionnalité, qui a mis beaucoup l'accent sur cet aspect-là. Elles sont très vulnérables. C'est vrai que la question du handicap est une question de droits humains. Et nous avons des textes. Merci beaucoup, Madame la Directrice, pour tous vos éclaircissements. Nous avons la loi d'orientation sociale, qui est un texte de loi très révolutionnaire, parce que, ayant pris en compte tous les domaines de la vie des personnes handicapées, et à tous les âges. Et on y a travaillé avec le ministère, les ministères, les personnes handicapées en premier lieu, tous les acteurs qui gravitent autour de la question du handicap. Je crois que ce qui reste maintenant, c'est de tout faire pour que cette loi soit appliquée. Il y a des actions qui ont été faites. Il y a des textes qui sont sortis. Il y a aussi quelques applications parcellaires. Mais ce que nous voulons, si nous voulons régler cette question, sincèrement, nous voulons que cette loi soit appliquée. Appliquée, certes, par les autorités, mais nous avons besoin de l'engagement et de la solidarité de toute la société civile aux côtés des personnes handicapées pour porter un vibrant
plaidoyer. Je crois que là aussi, c'est très important. Parce que nous avons misé, nous avons beaucoup d'espoir sur cette loi-là. Et le Sénégal est très révolutionnaire parce que c'est le premier pays en Afrique de l'Ouest à avoir une loi nationale sur la protection des personnes handicapées. Je crois que ce qui reste, c'est l'application. Monsieur Ousmane vient de dire que les textes de loi ont été finalisés et déposés. Je crois que ce que nous voulons, c'est l'application. Et moi, je me souviens, il y a quelques semaines, le président de la République disait que il insiste sur l'application effective de la loi d'orientation sociale. Je crois que c'est une question de droits humains. Ce qu'il faut, c'est appliquer la loi et vraiment les personnes handicapées vont bénéficier de tout ce qu'il y a comme retombées par rapport au texte de loi. Les autres interventions, c'est les discriminations. Et les femmes et filles vivent des discriminations. On ne peut pas parler de femmes et filles handicapées sans parler de violence. Elles vivent des violences. Il y a quelques années, le secrétaire général des Nations Unies disait que sur 10 femmes handicapées, au moins 7 ont vécu des violences. C'est dire l'ampleur des violences qu'elles vivent. Donc, je crois que c'était ici vraiment important de le dire. La dernière question, c'est les questions de santé de la reproduction. Parce que sinon, on allait nous mettre dans le même lot que les personnes handicapées, les hommes en général. Mais si on parle de questions liées à la santé, de questions liées aux filles et femmes handicapées, c'est parce qu'il y a des questions de santé de la reproduction. Et là aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Mais je ne vais pas terminer sans répondre un peu à ma sœur qui disait qu'elle a une fille trisomique de 16 ans. Donc, une fille déficiente intellectuelle. Elle demande si on doit la marier. Moi, je dis que on doit la marier et encadrer ce mariage, accompagner. C'est important parce que je sais que moi, j'ai eu la poliomyélite à l'âge d'1 an. J'ai pris ma retraite de santé à la bouche. Mais je peux dire que, en termes d'affection, en termes de soutien, il faut dire que les mamans, machallah, ñëpp ay jàpp de mais yaay yi dañoo amul dend amuñu ci dend gis nga ni nga mel si moom su ko yàlla dimbalee ba mu am doomam noonu lay mel si kon dafa war a nekk une chance ñu jox ko opportunité jàppale ko ba mu am njaboot. maa ngi yem foofu. jërëjëf. Sous vos applaudissements, encore plus fort. Merci beaucoup. Merci. Cela n'aurait pas pu manquer dans un symposium de cette dimension, dans un symposium de cette hauteur, dans un symposium de cette qualité. Merci, Madame Ndeye Dagué. Merci, Monsieur Touré. Merci, Madame Rokhaya Diakhaté. Merci, Monsieur Kodjo. Merci, Madame Fall, Sokhna, de l'AGS. Et merci, Madame Ndiaye. Nous allons clôturer sur ça en permettant aux athlètes de monter pour vous remettre les cadeaux avant de faire, justement, avec la rapporteure de ce panel, avant de faire une photo de famille pour fixer ce moment important dans nos réflexions. Merci encore. Allez-y, les athlètes. Merci. Et les rapporteurs ont pris bonne note et de vos contributions et des échanges que nous avons eus.